sommes les Gaulois réfractaires. Gaulois un jour, Gaulois toujours. Nous défendrons nos libertés. De l'esclavage mondialisé. Leur dictature jamais soumise. Oh, restez vivants, restez unis. Marie veille sur notre combat. Jour et nuit, Marie veillera sur tous ceux qui, pour la France, donnent leur amour et leur bravoure. Hey! Nous sommes les Gaulois réfractaires. Bon alors, moi ce que j'ai fait, c'est que en fait, je présente à travers la conférence un peu le livre et puis beaucoup de problèmes qui nous est posé avec qu'on rencontre l'augmentation des prix du courant électrique qui met en péril beaucoup de familles et d'entreprises. Alors, ce qu'il faut bien considérer, c'est qu'un pays développé, c'est un pays qui est capable de produire des produits en quantité pour satisfaire des besoins. Et cette production de biens matériels, de marchandises, ne peut se faire que dans la mesure où on a, en tout cas hors transport, une capacité de production électrique, parce que c'est l'électricité qui aujourd'hui détermine l'industrie et même l'agriculture. Alors je suis remonté un peu aux origines, et tout s'est joué, tout ce qui a été construit en France, ça s'est fait à partir de 1945, avec la création du commissariat à l'énergie atomique en 1945, et EDF en 1946. EDF, en fait, il existait plusieurs fabriques de courant électrique, plusieurs centrales thermiques, en fait, à l'époque, et des barrages. Et la création d'EDF en 1946, c'est la nationalisation de tous ces biens-là et leur raccordement. C'est ce qui fait que la première chose qui a été concernée par la nationalisation, c'est le transport de courant. La réunion des efforts entre EDF et le CEA s'est fait quelques années plus tard, exactement en 1955, quand ils ont acté une collaboration soutenue pour créer une première centrale nucléaire qui a été mise, le premier réacteur qui a été mis en fonctionnement et qui a permis d'offrir du courant à la population, a été fait en 1963. Alors, les types qui ont organisé tout ça, c'était quand même des esprits qui sortaient un peu d'ordinaire. Hein. Alors, je rappelle qu'il y avait le général de Gaulle, c'est celui qui dirige l'État à la Libération. Il a avec lui Raoul Doutry qui va devenir le patron du CEA, et le grand administrateur sera Frédéric Joliot-Curie, c'est-à-dire le mari d'Irène Joliot-Curie, et qui sera un de ceux qui vont donner la matière à la construction des centrales nucléaires. Alors, disons que toutes les choses ont été dans un sens positif. Ce qui permettait de fabriquer donc de l'électricité, il y avait les barrages, il y avait un certain nombre de centrales thermiques qui fonctionnaient au charbon, parce qu'on avait quand même un certain nombre de mines et une grande production de charbon.
qui tournait autour de 30 millions de tonnes. Bon, ça a été appris en diminuant, parce que c'était un peu plus compliqué d'aller chercher ça. Les failles étaient réduites, c'était un petit peu compliqué. Et assez vite, c'est substitué au charbon le pétrole. Et le pétrole étant pas cher, on peut dire que la production d'électricité se faisait principalement avec le pétrole, jusqu'en 1974, en 1973 plus exactement, suite à la guerre au Proche-Orient entre Israël et les pays arabes, le prix du pétrole est multiplié dans des proportions très importantes. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement de l'époque, c'est-à-dire c'est Pierre Messmer, Pompidou est en train de mourir, c'est Pierre Messmer qui lance un programme de construction de centrales nucléaires qui sera appelé tout nucléaire, c'est-à-dire que tous les investissements qui seront faits dans le domaine de l'énergie à partir de 1974 seront des investissements dans le nucléaire. Il y a un gros débat à l'époque parce que la France avait une filière qui s'était construite à partir des années 50. C'était cette filière uranium naturel graphite gaz. Et elle va être abandonnée parce qu'un essai a été fait, c'est à Fessenheim, précisément, à la fin des années 60, on construit à Fessenheim une centrale avec une autre technologie qu'on appelle la technologie PWR, enfin un réacteur à eau pressurisé, qui est produit par la société américaine Westinghouse. Bon, donc forcément ça a chamelé à l'époque parce que on a abandonné notre filière pour une filière. Bon, il s'est avéré quand même que la filière américaine était performante. Donc on a acheté sous licence un procédé de fabrication électrique qui a été francisé. Et donc le programme électronucléaire qui prévoyait la construction de 58 réacteurs, les 58 réacteurs ont été construits. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Hein. -2 puisqu'ils ont fermé Fessenheim. Donc voilà, la géopolitique de l'énergie a fait que, donc, n'étant pas producteur de pétrole, il a fallu qu'on s'oriente dans le nucléaire. Le deuxième aspect, c'est la place que va prendre l'écologie à la même période. En 1974, à l'élection présidentielle, il y a un type qui est candidat, qui est un agronome, qui s'appelle Dumont, et dont le directeur de campagne, c'est ça qui est important, parce que lui, bon, c'est un allumé, hein. Ouais. Le directeur de campagne, c'est Brice Lalonde, et Brice Lalonde, c'est l'homme des Amis de la Terre, c'est-à-dire une association américaine. Et les Amis de la Terre, le World le Fonds mondial pour la nature et Greenpeace, qui sont les 3 plus grandes associations écolo, on les retrouve tout le temps. Ce sont celles-là qui guident les autres. Ce qui se passe actuellement dans le Tarn pour l'histoire de l'autoroute 69, ils ont fait venir Greta Thunberg. Bon. Alors la géopolitique de l'énergie, l'écologie, c'est un truc qui est complètement nouveau parce que ça passe un petit peu inaperçu. C'est-à-dire, à partir de la fin des années 60, là, quand il y a les événements de mai 68, sont arrivés des gens qui parlaient écologie. C'est-à-dire, on ne parlait plus de la rémunération des classes sociales, de la répartition des richesses, on parlait de préserver la terre. Alors c'était justifié parce qu'il y avait beaucoup de pollution, mais les pollutions, elles avaient toute une solution technique. On avait toujours, naturellement, mettez-vous à la place de celui qui gagne beaucoup d'argent et qui balance toutes ses saloperies à l'extérieur. Il faut le forcer un petit peu pour qu'il investisse et qu'il en envoie moins. Hein. Donc c'est là-dessus que ça va se passer, parce que la question du profit, elle est toujours au cœur.
question du profit qui n'est jamais abordée de toute façon par les écologistes. Alors, le thème qui va être majoritaire, qui va être essentiel, c'est on est là pour préserver la nature, et il y en a qui détruisent la nature, et ceux qui détruisent la nature, ce sont les hommes. D'ailleurs, il y a une phrase qui restera célèbre, c'est l'homme qui est responsable de la destruction de la Terre. Et on retrouve ça aujourd'hui avec l'histoire du climat, puisque sur l'histoire du climat, on dit, bon, bah, si on continue comme ça, on ne pourra plus vivre sur Terre. Et c'est toujours la même histoire. Bon, alors, donc, l'écologie va être utilisée. Alors moi, c'est le thème que j'ai choisi pour écrire ce bouquin, parce que pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, c'est que l'écologie, tous les pays souhaitent une indépendance. Un facteur d'indépendance est l'indépendance énergétique. Tous les pays le souhaitent, cette indépendance énergétique. Et l'écologie va empêcher dans les différents pays que cette indépendance se fasse. Alors naturellement, ça veut dire qu'il y a une manipulation quelque part. C'est pas que les gens sont de mauvaise foi, mais c'est vrai qu'il y a une manipulation qui est faite avec ça. Si vous voulez, l'écologie, c'est une science qui traite des animaux dans leur milieu naturel. Extrapoler l'écologie aux hommes, non, c'est pas prévu, puisque l'homme, lui, il est capable de transformer la nature. L'animal, lui, ne fait que reproduire le programme génétique qu'on lui a transmis. Donc voilà, cette géopolitique de l'écologie va peser sur la géopolitique de l'énergie. Alors, je donnerai donc quelques dates clés. C'est en 1991, l'Union soviétique disparaît et le communisme disparaît en 1991. En 1992, vous avez le sommet de Rio. C'est un des sommets les plus importants qui s'appelle Sommet de la Terre. Rien de moins. Sommet de la Terre en 92. Bon, il s'agit de savoir, ça a une vocation scientifique au départ. Ceux qui sont derrière l'étalage, c'est le groupement des pseudo-scientifiques de l'énergie, c'est-à-dire le GIEC. Ils n'ont pas la même présence qu'ils vont avoir après. Mais, bon, on a installé les idées qu'il faut prendre des décisions concernant la protection de la Terre. Protection de la nature, protection de la Terre. Alors, ce sommet de Rio vient... il y a eu un autre événement qui a précédé la fin de l'Union soviétique, c'est la réunification allemande en 89. Et la réunification allemande, naturellement, on n'a plus de pays, on n'en a qu'un seul, qui a 80 millions d'habitants, et dont, pour ma part, ce que je pense, ils nous ont jamais vraiment aimés. On veut absolument qu'il y ait un couple franco-allemand. Ce couple franco-allemand, il existe en France, mais il n'existe pas. Il n'existe pas chez les Allemands. Les Allemands, il faut bien se rappeler qu'en 1945, quand il y a la reddition allemande, et quand le maréchal allemand rentre dans la salle où il va signer la capitulation, il voit un Anglais, il voit un Américain, puis il voit le Français, et il dit « ceux-là aussi sont là ». C'est toujours la même histoire. C'est pas pour autant qu'il faut faire la guerre avec eux, mais enfin, il faut quand même de temps en temps s'en méfier. Pendant cette période, où il y a donc énormément de bouleversements dans le monde, surtout en Occident, c'est un Français qui dirige la commission de Bruxelles. Il s'appelle Jacques Delors.
Il sera président de 1985 à 1995, c'est-à-dire il va être président pendant toute la période où tout bascule. C'est un manipulateur. Il va raconter à Mitterrand le contraire de ce qu'il dit à Helmut Kohl, mais tout le monde dans le sens. Il est décédé il n'y a pas tellement longtemps. C'est encore un candidat d'ailleurs pour entrer au Panthéon. Je me demande si à force il y aura toujours de la place. Et donc lui, il a été à l'initiative pour ce qu'on a appelé le traité de Maastricht. Le traité de Maastricht, c'était la mise en musique d'un acte unique qui faisait que, vous savez, l'Union européenne, c'est la libre circulation des hommes et des capitaux. Et là, on va rajouter un troisième dispositif, des services. Et dans les services, naturellement, il y a l'offre qui est faite par EDF et qui va donc se trouver sur la sellette, dans la mesure où c'est un monopole en France, et le monopole empêche la concurrence, et la concurrence, c'est le principe suprême de l'Union européenne. En 1995, Mitterrand quitte le pouvoir, il est remplacé par Jacques Chirac, et le Premier ministre, c'est Alain Juppé. C'est un type tellement extraordinaire qu'en 2 ans, il a réussi à se mettre tout le monde à dos. Donc, il y a une dissolution d'Assemblée en 1997, et la droite perd, et c'est la gauche plurielle, dite plurielle, qui gagne les élections. Alors, je reviens à l'électricité. En 1997, au moment où Jospin devient Premier ministre de la cohabitation, il y a plus de 50 réacteurs en fonctionnement qui participent pour 75% de la production électrique totale, auquel s'ajoute 14% de production hydraulique et 14% de production thermique. C'est-à-dire, bon, c'est pas toujours, c'est toujours un petit peu fluctuant, mais c'est-à-dire que il y a la base qui est assurée par le nucléaire, et puis tout ce qu'on appelle la pointe c'est la mise en œuvre. On allume des chaudières et puis on fait couler l'eau des barrages. Et ce qui permet de franchir tous les besoins. Il y a 14% de cette production qui est exportée. C'est-à-dire que ce sont des rentrées importantes. Hein. On est prêt, on a francisé la filière nucléaire américaine, donc elle est francisée. C'est-à-dire que même on arrive à faire redémarrer les réacteurs plus souvent quand on les met à l'arrêt, quand on les ralentit. Et puis il y a un projet qui est en cours, c'est le surgénérateur de Gressmanville, qui est à l'étude et puis qui commence déjà à tourner. C'est une réalisation complètement française qui est partie de l'idée simple, c'est que la production d'électricité nucléaire avec l'uranium produit des déchets. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces déchets? Est-ce que ce sont des matières premières ou est-ce que ce sont des trucs dont il faut se débarrasser? Or, il s'avère que ce sont des matières premières. C'est-à-dire que le surgénérateur qui commence à être en fonctionnement, qui n'est même plus un prototype, maintenant c'est un démonstrateur. Il y a eu 2 prototypes précédents qui ont été faits, Rhapsody et puis Phoenix. Super Phoenix, c'est 5 fois Phoenix, et c'est un procédé industriel qui va être mis qui est prêt à fonctionner, qui veut dire ensuite prêt à être vendu, prêt à être installé en France, prêt à être vendu, etc. Donc, c'est à ce moment-là que Jospin arrive à la tête du gouvernement, et en ce qui concerne l'énergie, le renoncement va commencer. Là, on aura les 3 premiers actes du renoncement. Un, c'est l'abandon de la surgénération.
2, c'est l'éclatement d'EDF en producteur d'électricité et constructeur de centrales nucléaires. EDF va devenir une société anonyme, alors que c'est un établissement public. Et 3, le lancement qu'ils appellent volontariste du renouvelable. Alors, un mot sur la filière de la surgénération. Je l'ai dit, donc je me répète. Elle transforme les déchets en combustible, cette filière. Elle peut en même temps produire du combustible ou uniquement se débarrasser des déchets. Giscard d'Estaing dira à ce moment-là, nous avons des siècles devant nous de capacité énergétique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pétrole, hein, c'était le truc, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et là, on a le moyen d'avoir une production d'électricité quasiment éternelle. C'est-à-dire que vous avez un système qui arrive à recycler les... Alors la deuxième chose dont je vous ai parlé, c'est l'éclatement d'EDF. C'est la suite de ce qu'on a appelé la clinique et puis le traité de Maastricht. Et donc on dit, voilà, EDF, il y a deux branches à EDF, il y a ceux qui fabriquent du courant et ceux qui le transportent. Donc le réseau de transport d'EDF devient une société à part. Donc EDF ne va plus avoir le contact avec ses gros clients, dans un premier temps. Bon, ça s'arrêtera là parce que c'est compliqué après d'avoir à gérer tous les petits compteurs. Donc, mais ce qui est rentable, c'est d'avoir les gros clients. En mai 2004, quand Jospin aura quitté le pouvoir, le statut d'EDF deviendra une société anonyme. Alors tout ça, c'est pas seulement des problèmes juridiques. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une société anonyme, c'est-à-dire c'est une société qui est morcelée. Ce sont des actions. La propriété, ce sont une multitude d'actions. Quand c'est un établissement public, il n'y a pas d'action. C'est une unité qu'on ne peut pas bouleverser. Ça, c'est ce qu'ils ont osé faire. Ils ont détruit pour faire semblant de faire entrer des opérateurs privés au sein de l'EDF. Ça, c'est l'œuvre de Jospin, en complicité naturellement avec Chirac, puisqu'il ne s'est pas opposé à ça. Mais c'est ça, la première brèche qui a été montée. La deuxième brèche, c'était que l'EDF fabriquait des centrales nucléaires. On lui a dit, non, maintenant, c'est plus toi. Alors ça, c'est pas passé comme ça. Hein, on fait semblant. Bon. Il y a une autre société qui se construit qui s'appelle Areva, voilà. Qui s'appelle Areva. Et cette société va récupérer plusieurs entités de fabrication, disons, de la filière nucléaire, pour simplifier. Et elle va envisager de mettre en œuvre un nouveau type de réacteur. Alors il faut dire que ce nouveau type de réacteur, c'est celui dont on parle sans jamais, là maintenant, le PR de Flamanville, ce nouveau type de réacteur a été conçu par EDF et Siemens. Mais bon, vous savez comment ça se passe quand il y a deux gros opérateurs comme ça, on a des idées à peu près générales. On avance un petit peu, mais c'est à partir du moment où vous allez rentrer dans la construction que là, les problèmes concrets vont se poser. Et effectivement, des problèmes compliqués se sont posés lorsque Areva lance les fameux 3 réacteurs, un qui est construit en Finlande, qui mettra 20 ans à être construit, un en Angleterre qui n'est toujours pas fini, et un à Flamanville qui, théoriquement, au mois d'avril ou mai, va démarrer. Puisque là, en ce moment, on est en train de charger le combustible. C'est-à-dire que tout le patrimoine que possède, enfin tout le savoir-faire qu'avait EDF, à la fois dans la surgénération et à la fois dans la construction de nouveaux réacteurs qui ne sont plus Westinghouse maintenant, qui sont complètement francisés, et bien tout ça c'est un autre qui en a la charge et qui va s'avérer incapable de le mettre en œuvre. Alors celle qui dirige Areva, c'est Anne Nouvergent, ouais, qui est l'ancien dit Sherpa de François Mitterrand,
elle est très douée. Elle gère tout ça. Elle a même acheté une mine au Niger, 5 milliards, qui n'a jamais été capable de sortir un gramme d'uranium. Enfin, elle est très forte. Elle est en procès. Hein? Elle est en procès. Ouais. Bon, ça, c'est comme le reste. Oui, On attend la mort. Dans 1000 ans, ça sera pour que le procès s'arrête. Et là, maintenant, donc, on arrive à Sarkozy. Alors, Sarkozy, bon, lui, c'est le péché originel, hein, parce que Sarkozy, le référendum qui a foutu en l'air la Constitution européenne, lui, il remet ça sur le tapis, c'est-à-dire qu'il signe un accord à Lisbonne, un traité à Lisbonne, qui reprend tout ce qu'il y avait dans la Constitution. Donc ça, tout le monde le sait. Ils ont changé le numéro, puis c'est tout. Voilà, ils ont changé, oui. Donc tout le monde le sait. Et ce qu'il y a de terrible d'ailleurs dans le truc, c'est que tout ce qui a été fait avant est validé. Donc on est d'accord avec tout ce qu'il y avait, c'est le principe, et puis tout ce qui sera fait après est aussi validé, puisqu'ils l'ont fait sous forme d'un traité. Bon. Alors lui, quelle va être son attitude par rapport à l'énergie? Alors lui, il va en mettre quand même des couches. C'est que jusqu'à présent, le pilotage par le gouvernement d'énergie, c'était au ministère de l'Industrie, disons au ministère de l'Économie et des Finances, hein, puisque ça, comme ça change sans arrêt, disons que c'est l'économie qui dirige. Sarkozy, il va mettre ça sous la dépendance du ministère de l'Environnement, ou du ministère qui deviendra le ministère de l'Écologie. C'est-à-dire là où il y a tous les fous furieux de la lutte pour la nature, il va mettre l'énergie sous la tutelle. À partir de ce moment-là, ils vont se régaler, hein. Ils vont pouvoir mettre en œuvre tous leurs talents. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que maintenant, il faut, comme on dit, créer le marché, puisqu'il est inexistant. Alors, il y a une loi qui est créée, c'est la loi NOM, c'est la nouvelle organisation du marché de l'électricité. En fait, hein, en quelle année 2009-2010. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, nouvelle organisation du marché? Il y a un marché ou il n'y a pas de marché? Le problème, c'est que l'électricité, ça ne se vend pas en rayon. Le problème, ce sont des ions qui circulent dans des câbles électriques, et où vous êtes raccordé, vous en avez, vous n'êtes pas raccordé, vous n'en avez pas. Mais vous ne pouvez pas aller chez le commerçant du temps pour en acheter. Donc, là, déjà, vous avez un handicap de base, technique, techno-économique. On ne peut pas... il faut être raccordé. Deuxièmement, il faut être sûr du prix auquel on paie le raccordement. C'est-à-dire, il y a un ensemble de facteurs qui sont infranchissables et qui doivent être pris en compte. Alors, cette nouvelle orientation du marché, c'est de dire, bon ben voilà, on va faire en sorte qu'il y ait une pseudo-concurrence qui s'installe. Cette pseudo-concurrence sera, tout simplement, on va dire que déjà le prix de l'électricité, ce n'est pas fonction des moyens de production que vous mettez en œuvre. C'est-à-dire, nous, c'est simple, hein. Combien coûte des centrales nucléaires, combien coûte ça produit combien, on divise par le nombre de clients, puis on a le prix. Hein. Non, c'est plus comme ça. C'est le gaz qui va servir de prix de référence. Le gaz, c'est un problème, parce que le gaz, c'est comme le pétrole, c'est un produit spéculatif. C'est-à-dire, si vous êtes producteur de gaz et que vous dites, ça y est, je ferme le robinet, le prix monte. Si vous dites, le prix baisse. Mais la plupart du temps, c'est fait quand même pour monter. Donc, la deuxième chose, c'est qu'on va fixer le marché de l'électricité sur le prix du gaz. C'est l'Europe qui fait ça. Oui, derrière tout ça, c'est l'Europe, c'est-à-dire c'est la soumission à l'Europe. Et la troisième chose, c'est, une fois que vous avez dit que c'était le prix du gaz, on fait quoi? C'est toujours des compteurs EDF.
malgré tout, c'est toujours des compteurs qui sont... le réseau de transport d'électricité, il apporte ce qu'il a au bout du réseau. Et au bout du réseau, c'est les centrales nucléaires et puis les barrages. Alors on dit, voilà, il y a une partie de la production électrique qu'on va fixer, dans un premier temps au quart. On va dire ça, c'est de la production historique. Ça appartient à tout le monde. Et quand ça appartient à tout le monde, c'est bien parce qu'on peut faire le prix pour quelques-uns. C'est-à-dire, on va dire, tous ceux qui sont capables de l'acheter, ils pourront acheter le mégawatt à 42 euros le mégawatt. Les gens d'EDF sont complètement fous parce que quand on a un produit, quand on a des moyens de production, il faut les amortir. Il faut prévoir des nouveaux... donc il faut quand même que le prix prenne en compte toutes ces dimensions. Non. Au début c'était 39, ils ont négocié un peu avec EDF et puis finalement ils sont arrivés à 42. Bon, eux, les opérateurs particuliers vendent ça à 420, hein. Minimum. Hein. Ouais. Donc voilà, donc on a dit, voilà, maintenant la concurrence elle est établie. Il y a tous les opérateurs qui vont pouvoir acheter du courant électrique à EDF, qui vont pouvoir le vendre sur le marché. Donc en fait... Mais ils le vendent à 42. Ah non, ils le vendent au prix auquel ils le souhaitent. Ah. Au prix où les clients sont prêts à l'accepter. Ils achètent à 42, mais ils le revendent à 420. Ouais, c'est ça. Bon, après, il y a des systèmes, c'est qu'ils vont se servir des heures creuses, des machins, des trucs. En plus, avec le gazoduc qui a sauté. Voilà. D'ailleurs, à ce moment-là, il va y avoir 120 opérateurs. Mais quand vous regardez aujourd'hui quels sont les opérateurs, c'est Total Énergie, Électricité de Belgique, Électricité de Hollande, Électricité d'Autriche, Électricité de Suède. En fait, c'est les grosses compagnies électriques des différents pays nationales qui rachètent. Donc, en fait, qu'est-ce qu'a fait Sarkozy? Il a organisé le pillage d'EDF. EDF, ça appartient à aucun parti, ça appartient à tous les Français. Et le rôle d'un chef d'État, c'est précisément de garantir les actifs de la nation qu'il représente. Et rien que pour ça, ça ferait partie des titres où ça à traduire devant les tribunaux, parce qu'il existe depuis la Révolution, enfin, entre guillemets, la fin des privilèges. Là, on a accordé des privilèges à un certain nombre de gens, qui sont naturellement, qu'on va retrouver un petit peu partout, parce que c'est toujours la même... va vendre du courant électrique des gens qui n'ont jamais été capables d'en produire un kilowatt. Donc ça s'appelle le mécanisme de la reine. Les patrons d'EDF, lorsqu'ils ont été auditionnés par la commission d'enquête du Parlement, ont tous montré leur mécontentement sur cette affaire en disant que c'était inadmissible d'avoir fait un truc comme ça. Mais bon, on en est arrivé là. Donc ça veut dire que le quart, mais on peut aller jusqu'à 30%, parce que tout ça, ça navigue aussi dans un flou artistique facilité. Une partie de la production d'EDF doit être vendue à un coût inférieur à son coût de revient. C'est-à-dire que quand vous prenez ce qu'on appelle les marchés publics, où en fait n'importe quel commerçant n'a pas le droit de vendre à perte. C'est interdit de vendre à perte, et bien là, on a donné l'autorisation, l'État a donné l'autorisation de vendre à perte. Enfin, État qui lui-même vend à perte, parce que c'est lui qui a pris les commandes de fait d'EDF. C'est plus EDF qui dirige l'Agence de développement des économies d'énergie, l'ADEME, c'est d'ailleurs le ministère de l'écologie. Donc c'est dans ce contexte qu'arrive François Hollande. Donc Sarkozy est battu, pas de beaucoup, mais il est battu. Et donc le renoncement de Sarkozy, est-ce qu'il va être remis en cause par François Hollande? Nullement. François Hollande valide tout le passé.
C'est-à-dire que François Hollande et le Parti Socialiste s'étaient élevés contre la loi Nome, contre le mécanisme de la reine, mais une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dit que finalement, bon, d'accord, mais finalement, c'est pas mal. Donc les actes de renoncement, ça va être le sacrifice délibéré de l'économie de l'industrie française, l'acte 8 du renoncement, la fermeture de centrales nucléaires pour se protéger d'un CO2 qu'elles n'émettent pas, et l'acte 9 du rationnement, l'énergie produite par l'homme dérègle le climat, et c'est la fameuse COP21. Alors, comme d'habitude, enfin, comme souvent, ils ont inventé une nouvelle théorie, la théorie de la décroissance de la demande électrique. C'est-à-dire, ils ont dit que finalement, alors que la demande de courant électrique, la demande d'électricité doublait tous les 10 ans dans le passé, jusqu'à la fin des années 70, ils ont considéré que l'augmentation, c'est vrai, qui était moins forte, l'augmentation de la demande qui était moins forte, ils ont vu un retournement, ils ont vu que, en fait, maintenant, ça n'augmentait plus. Donc, naturellement, si vous voulez, à partir du moment où ça n'augmente plus, tout est possible. En particulier, par l'intervalle entre Jospin, qui avait lancé les fameuses énergies renouvelables, c'est donc à partir des années 97, et maintenant on est en 2010, on a vu les mâts se multiplier avec les éoliennes, on a vu les mâts se multiplier sur le territoire. Hein, quand on prenait l'autoroute, il y en avait pas, puis là il y en a partout. Et donc, la fameuse baisse de la demande électrique laisserait supposer que, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin du nucléaire? Est-ce que les économies, l'énergie dite renouvelable, c'est-à-dire les capteurs solaires et puis les éoliennes, ne sont-elles pas suffisantes? Mais se pose une question, c'est la question de l'industrie, c'est que lorsqu'il arrive au pouvoir, Hollande, il y a eu le ravage de la crise de 2008 qui a fermé énormément d'entreprises et qui a mis au chômage énormément de monde. C'est-à-dire qu'on est de nouveau autour de 10 millions de chômeurs. Donc il faut quand même essayer de relancer l'économie. Et la seule façon de relancer l'économie et de créer des emplois, c'est de créer des emplois industriels. Alors comment il va s'y prendre? Eh bien, il va confier à un personnage qui s'appelle Gallois, qui a été directeur de l'industrie. C'est un type brillant, il a été directeur de l'industrie, il a été directeur du budget, il a été patron de la SNCF. Air France. Non, Airbus. Le patron d'Airbus. Donc, c'est un type qui sait aussi de quoi il parle. Il n'est pas seulement fonctionnaire, il est passé dans le concret. C'est par exemple, quand il a touché son premier salaire chez Airbus, il a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais j'ai jamais demandé tout ça. » Forcément, le salaire d'Airbus, il est calculé par les Hollandais et par les Allemands. Alors bon, là, vous avez tout de suite compris que quand ces deux-là sont en train de calculer les salaires, surtout pour eux, ils n'hésitent pas. C'est un type, ça fait partie de ces fonctionnaires dans le concept républicain, je dirais. Qui est un homme de gauche d'ailleurs. C'est comme le Floch Prigent, c'est des types, voilà, qui... Ancienne gauche. Oui, c'est pas la nouvelle politique. Oui, ancienne gauche, voilà, c'est ça. Et puis serviteurs de l'État. Ouais. Voilà. Donc il fait un rapport, et dans le rapport, dont vous avez tous les détails dans le bouquin, dans le rapport il dit en gros, il ne faut surtout pas se passer du nucléaire, il faut même en rajouter, parce que c'est ce qui donne c'est ce qui fait baisser les coûts de l'industrie française. Et puis accessoirement même de l'agriculture d'ailleurs. Mais
si, compte tenu de toute la paperasse, de toute la bureaucratie qui existe sur les entreprises, ça permet que, c'est vrai, cette diminution du coût de l'énergie par rapport aux Allemands et par rapport à tous les autres, ça donne une autre place à la France. À partir du moment où vous avez en plus les prix qui vont doubler, qui vont augmenter, parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où on va fermer les moyens de production, ça ne va pas le faire. Et donc, il a averti tout le monde, et comme c'est le Premier ministre et François Hollande qui lui avaient demandé ça, naturellement, ils sont contents. Et qu'est-ce qu'ils vont faire une fois qu'ils auront le rapport? Ils vont s'efforcer de faire le contraire, c'est-à-dire ils vont faire ce qu'ils appellent la transition écologique, et qui va donner lieu à une loi, la loi de transition écologique, oui, alors loi pour la transition pour l'économie verte. Ouais, l'économie verte. Enfin bref, toujours les mêmes salades vertes. Vert. Alors donc, dans le rapport gallois, il y avait une phrase qui était tout au début, et celle-là je vous la lis parce qu'elle est bien. Elle donne l'idée même du rapport. Il y a une proposition qui surplombe celle plus spécifique du présent rapport. Voilà. Toute nouvelle disposition législative ou réglementaire significative, toute politique lancée par l'État devrait être accompagnée d'un document précisant son impact sur la compétitivité industrielle et les moyens d'en réduire les effets négatifs éventuels. Bon, là-dedans, vous avez tout. Hein. C'est-à-dire que, en fait, si vous fermez une centrale, il faut en mesurer les conséquences. Donc, comment ça se traduit en termes d'alimentation et en termes de prix? Bon. Naturellement, tout ça, ça a été oublié. Et ils ont préféré cette phrase suivante qui explique officiellement la loi de transition verte. La transition énergétique est un mode de développement économique respectueux de l'environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, socialement inclusif, soutenant le potentiel d'innovation et garant de la compétitivité des entreprises. En gros, c'est l'environnement qui détermine si oui ou non vous allez produire. Donc... Et cette phrase-là, c'était aussi Gallois. Gallois qui l'avait donnée. Hein? C'est Gallois aussi qui l'avait formulée. Ah non, ça c'est le texte officiel, ça c'est pour la présentation de la loi de transition verte. Ouais. Ouais. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est l'environnement. Et l'environnement, bon, là c'est à la fois qualité et quantité, quoi. Ça veut dire quoi? Tu veux rien dire. Bon, on a décidé que ça va plus de 0,2 degrés, moins 0,3, des trucs complètement fantaisistes, quoi. Alors ils mettront en place ce qu'ils appellent des outils, hein. C'est la loi de programme, c'est le programme pluriannuel énergétique, programme pluriannuel PPE, programme pluriannuel énergétique, et puis la SNBC, bon, je ne sais même plus ce que c'est la SNBC, c'est dans le livre. C'est des machins. Bon, ils appellent ça des outils. Mais la différence entre un marteau et ces machins-là, un marteau, on sait à quoi ça sert. Alors, à la finale, finalement, dans cette loi de transition énergétique, qu'est-ce qu'elle propose finalement? Elle propose de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire la consommation énergétique finale, de réduire la consommation énergétique primaire, de réduire le nucléaire en fermant entre 20 et 24 réacteurs. C'est ça qui est proposé. Ce qui fera dire au patron d'EDF, quand il aura à revoir les soudures qui ont été faites sur une partie de la tuyauterie,
il dira j'ai pas embauché de soudeur parce que moi on m'avait dit que on allait fermer les usines. Il faut 2-3 ans pour former un soudeur. Ah oui, c'est les soudeurs. C'est pas le soudeur de la carrosserie. Les soudeurs des centrales nucléaires, c'est la plus haute qualification de la métallurgie. Ouais. Donc voilà, alors moi j'en ai déduit, bon, c'est la poursuite de ce totalitarisme vert qui fait tout pour empêcher que la France puisse travailler, pour simplifier. Et maintenant on en arrive à Macron. Macron 1 ou la catastrophe imminente. Alors lui, les actes du renoncement, c'est la priorité aux renouvelables. L'acte 11 du renoncement, la fermeture de Fessenheim. L'acte 12 du renoncement, le maintien de la reine. Bon, j'ai dit les plus importants, mais vous pourriez en mettre des quantités industrielles, des actes de renoncement. Alors lui c'est priorité aux renouvelables et fermeture de Fessenheim. D'ailleurs, quand on posera la question à François Hollande en lui disant mais c'est vous qui aviez pris la décision de fermer Fessenheim, il dit non, pas du tout. Non. C'était une voie possible. Vous en avez parlé à l'époque de Hollande. Hein? Vous en avez déjà parlé à l'époque de Oui, Hollande. bien sûr, C'est quoi que ce soit. Bien sûr. En fait, c'était lié à l'ouverture de Flamanville. D'accord, oui. Quand Flamanville ouvrait, on fermait Fessenheim. Voilà. C'est ça. Et comme Flamanville tardait, On a maintenu l'autre. non, il a fermé Fessenheim parce Oui, qu'il s'est oui. dit il faut quand même que je fasse quelque chose. Puis lui, de toute façon, lui vient d'une autre planète. Lui. Ouais. Ils ont créé les éoliennes. Alors donc, fermeture de Fessenheim, ça représentait, Fessenheim, c'était 3% de l'offre de courant électrique, hein. C'est pas rien, c'est ce qui va manquer ensuite. C'est la plus ancienne, mais c'était sous pression des Allemands aussi. Alors celle-là, elle a une histoire en plus particulière, parce que c'est effectivement la plus ancienne, parce que c'est la première de la série Westinghouse, PWR. Et pourquoi elle a été construite en Alsace? C'est parce qu'en Alsace, il y avait les mines de potasse d'Alsace. Le potasse, ça sert à faire les engrais. La mine de potasse d'Alsace, quand elle retirait de la potasse, retire en même temps du chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, on le balançait dans le Rhin. Ce que faisait pareil BASF, l'allemand, de l'autre côté du Rhin. Donc il y a un deal qui a été fait entre les Français et les Allemands pour que BASF puisse continuer à balancer son chlorure de sodium. Et bien on va fermer les mines de potasse d'Alsace. Et en contrepartie, on va faire une centrale nucléaire. C'est-à-dire, c'est un deal, c'est un accord avec les Allemands. Et à partir du moment où la centrale nucléaire a été fermée, ils n'ont eu de cesse que de vouloir fermer la centrale. Ouais, oui, il n'y avait pas de choix. Hein? Il n'y avait plus de choix après. C'est les Allemands qui ont poussé à la fermeture de Ouais, Fessenheim. de toute façon, comme Les tout. Allemands. Naturellement, rien n'a été fait dans ce que dira d'ailleurs Proglio. Il dira le pire, c'est pas tellement ce que les Allemands ont demandé, l'Union européenne a demandé. Le pire, c'est que les autorités françaises ont accepté tout ça. Amen. Oui, c'est ça le pire. C'est qu'on a des gens, des dirigeants qui sont à la solde de l'étranger. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Bon, c'est le bavardage habituel, on a eu droit à l'écologie, le vert, l'environnement, tout le discours habituel, à la façon Macron, c'est-à-dire ça tourne en rond, c'est toujours la même histoire, et puis on n'arrive pas à en sortir. Et par contre, ça m'amène quand même à une petite interrogation sur qui sont les écologistes. Qui sont ces écologistes? Parce que, je vous l'ai dit au début, Brice Lalonde vient des Amis de la Terre. C'est une ONG qui fut créée par un lobbyiste pétrolier. Brice Lalonde, c'est le neveu du ministre des Affaires étrangères des USA, de John Kerry. Ah, ouais. Oui.
Il y en a un autre qui a eu des responsabilités très importantes dans l'écologie, c'est Daniel Cohn-Bendit. Oui. Il y a Dominique Bonnet aussi. Hein? Dominique Bonnet aussi. Oui, oui, oui. Voilà, mais Cohn-Bendit était allemand qui est venu en France. Alors, Daniel Cohn-Bendit était ami avec Joschka Fischer, qui a été le ministre des Affaires étrangères, qui a été le chancelier numéro 2 de l'Allemagne de 1998 à 2005, et qui était donc associé avec le Parti socialiste allemand, le SPD. Et Joschka Fischer, bon, c'est un type qui était proche des milieux américains. Ben, ils sont tous. Oui, ils le sont tous, mais même qui flirtait avec tout ce qui était néoconservateur. Il appartenait à un groupe qui était donc proche de toute cette mouvance néoconservatrice. J'ai oublié le nom. Et c'était un grand ami de Cohn-Bendit. C'était un agent de la CIA. Hein, parce que Cohn-Bendit, quand il a eu ses petits problèmes avec les petits-enfants dans la crèche de Francfort, pour être candidat aux élections européennes en Allemagne, ça devenait compliqué. Il est venu en France pour être candidat. Il est franco-allemand. Oui, il est franco-allemand. C'était lui qui a fait. Il a même un peu plus que ça. C'était lui qui était sur les barricades en 68. Oui, oui. Enfin, il n'est pas trop sur les barricades. Oui. Alors, Yannick Jadot. Yannick Jadot, lui, c'est un ancien directeur de l'ONG canadienne Greenpeace. Ensuite, Oxfam France. Généralement, quand il y a un tirage marqué France, ça veut dire que c'est pas bon. C'est Cécile Duflot. Ah bah oui. Cécile Duflot. Ta copine. Mais il y en a un que j'aime par-dessus tout, c'est Pascal Canfin. Ouais. Ah. Parce que celui-là, il doit avoir de sacrés comptes dans les lieux offshore, celui-là. Il est président aujourd'hui de la commission environnement du Parlement européen. C'est un écologiste. Lui, il avait eu comme parcours, il a été directeur de l'ONG WWF, donc le Fonds mondial de la nature. Le Fonds mondial de la nature, c'est le créateur du prince Bernard des Pays-Bas et du prince Philippe d'Angleterre. C'est-à-dire, le prince Bernard des Pays-Bas, par exemple, il s'est fait choper parce qu'il faisait du lobbying pour les avions F-15 américains. Là, ils ont dit quand même, c'est le mari de la reine, hein. Ils ont dit quand même, il ne faut pas exagérer, là il s'est fait choper, il s'est fait avoir. Donc il a fallu que sa femme démissionne et passe le flambeau à sa fille. Mais en fait, le Fonds mondial de la nature, donc, à partir du moment où on fait quand même du lobbying pour des avions de guerre, c'est quand même un peu spécial. Donc aujourd'hui, il est au World Research Institute, donc un truc américain. C'est un think tank qui est proche du Parti démocrate aux États-Unis. Il a été secrétaire d'État d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, député européen et président de la commission de l'environnement. Commission de l'environnement qui ne s'est pas manifestée, par exemple, parce qu'elle a l'environnement puis la consommation et tout, qui ne s'est pas beaucoup manifestée quand on a obligé quand même tous les Européens à se vacciner, avec un produit qui n'avait pas franchi le cadre légal des essais. Enfin, il y a aussi Jean Covici, qu'on entend souvent. Jean Covici, c'est celui qui veut qu'on prenne que deux fois l'avion par couple de vie. Et alors lui c'est un ancien Young Leader. Les Young Leaders, ce sont généralement des types que les Américains ont repérés dans un pays. Ils les ont emmenés en Amérique. Alors je ne sais pas comment ils les ont cuisinés, mais enfin je le doute. Et après il revient, et puis, alors comme Young Leader, vous avez par exemple un type qui s'appelle Macron. Oui. Mais pourquoi tu dis ancien? Pourquoi tu dis ancien Young Leader? Il est toujours Young Leader. Ah oui, t'es Young Leader. Oui, t'es passé par les Young Leaders. Oui. Bon, je
des données les plus connues, quoi. Attal, Gabriel Attal est un hume leader. Hein? Gabriel Attal est un hume leader. Oui, Attal aussi, oui. Oui, oui. En fait c'est là qu'on s'aperçoit, si vous voulez, qu'en Occident, parce qu'en Allemagne, vous allez avoir la même chose, en Angleterre, vous allez avoir la même chose, il y a quand même une espèce de symbiose de tous ces cadres dirigeants aujourd'hui les pays, de ce qu'on appelle les élites, ils sont tous passés par un moment ou un autre, par un jugement des Américains. Ouais. Ils font tous partie du forum mondial, oui. Le choix. Oui, oui. Alors, voilà, on retrouve, et qu'on avait connu avant dans la latérale, dans le club de Babelberg, enfin, on retrouve toujours ces types, bon, qu'il va falloir, je ne sais pas ce qu'on va falloir leur faire, mais il va falloir Il faut s'en occuper. Donc, et je terminerai sur ce truc avec la théorie du réchauffement climatique anthropique. L'écologie révolutionne le propos. Il s'inscrit dans le cadre de la planète vue comme un univers indépassable ou d'un environnement ultime. Sur cette planète, une présence trop nombreuse d'hommes et de femmes qui vivent et y survivent engendre une dégradation telle du climat qu'elle remet en cause la vie sur Terre. L'homme est en quelque sorte le problème et la solution. S'il veut continuer à vivre sur Terre, il faut prendre des mesures sacrificielles sur la manière de consommer, de produire, de se déplacer et de se reproduire. Il faut répondre Et pas améliorer. Et je terminerai par Macron 2, pour donner un peu d'optimisme. Parce que donc, quand Macron a été élu pour la deuxième fois, avec 13%. Il y a l'opération spéciale des Russes en Ukraine qui a commencé. Ah oui. Et là, changement d'orientation. C'est-à-dire que le nucléaire redevient la priorité. Dans son discours de Belfort, il avait dit, il avait sorti un truc qui était bon, c'était reprendre l'aventure. Il nous faut reprendre le fil de la grande aventure du nucléaire civil en France. Je souhaite que 6 EPR soient construits et que nous lancions des études sur la conservation des... Il faut reprendre la grande aventure. Mais là, c'était dans la première partie. Déjà, l'EPR qu'on a vendu en Finlande, il ne marche pas. Ah si. Ça y est, maintenant, il fonctionne. Il a mis 15 ans. Mais donc, le nucléaire redevient une priorité. Et bon, je passe tout ce qu'on peut dire, mais le gouvernement Attal qui vient d'être créé, l'énergie redevient sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances. C'est normal. C'est-à-dire, il quitte l'écologie. Ouais. Et ça s'appelle à la queue leu. Pardon. Non mais je veux dire par là, si vous voulez, c'est que entre ce qu'ils voulaient faire et ce qu'ils peuvent faire face à la réalité, voilà. Ils peuvent le faire. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas louper l'occasion de les démonter encore un peu. Bah, c'est ce que j'ai essayé de faire. Il ne faut pas non seulement essayer, il faut le faire. Voilà. Juste une question. J'ai entendu récemment qu'on ne savait plus construire les centrales. On n'avait plus la compétence, que les ingénieurs, qu'une seule poignée d'ingénieurs maîtrisaient encore la construction des centrales. Et qui gardaient très jalousement leur savoir. Ouais. Les Français, là, les Français, les derniers ingénieurs qui maîtrisent vraiment la construction, conservaient soigneusement leur savoir, et on avait perdu totalement la maîtrise. Et ils veulent négocier, c'est ça? Probablement. Ils maintiennent leur poste grâce à ça, en fait. C'est une poignée d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là qu'on s'aperçoit d'un truc, c'est qu'il y a une résistance par EDF et le système mis en place, quoi. Mis en place à la Libération. À l'intérieur. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se débarrasser comme ça d'un truc. Déjà, il faut 30 ans pour construire un programme énergétique. Oui, c'est vraiment des investissements lourds. Et il y avait en 1945, il y avait deux forces, hein. Il y avait les gaullistes et les communistes.
Donc, EDF répondait à cette alliance qui a été faite, disons, entre les représentants du patronat et puis les représentants des ouvriers. Là, il y avait... c'était quoi? C'était quoi le deal? C'était, on offre de l'électricité pas chère, en quantité, et vous pourrez faire du profit avec tout ce qui est en aval. Par contre, l'énergie, ça restera du domaine public. Ça fera partie du régalien, en fait. Tout à fait. Et c'est dur à mettre par terre. C'est dur à mettre par terre. Bon, ceci étant, c'est vrai qu'aujourd'hui... Qu'est-ce que tu en penses avec leur truc à la con, là, les éoliennes là? Ouais. De toute façon, les éoliennes, tout ça, il faut s'en débarrasser. C'est pas bien. C'est pas bien comme Non, énergie. si un type a envie de mettre une éolienne dans son jardin, il peut le faire, ça le regarde. Ça détruit les animaux, les oiseaux qui se font sur les vaches en pâtisse aussi. Alors semble-t-il. alors ça, il y a un truc qui a été fait dans la région de Loire-Atlantique, là, où il y a eu effectivement, sous les éoliennes, il y a des tas de choses qui se passent, quoi. Il y a des tas de choses qui se passent. Mais en plus, pour la fabriquer, une éolienne, ça bouffe beaucoup d'énergie, de problématiques. Ouais, alors de toute façon, si vous voulez, les éoliennes, c'est ça. Sans la réglementation, la corruption, il n'y a pas d'éolienne. Non. C'est ça. C'est des machins qui sont fabriqués pour faire du pognon. Du fric, ouais. Et en plus, la mettre déjà dans des paysages qu'il ne faut pas, dans la mer, que ça détruit tout. Non, et puis il y a un aspect qu'on ne prend jamais en compte, c'est le raccordement. Bah oui, en plus, oui. Quand vous avez un truc qui débite 900 MWh, vous avez des câbles qui sortent. Quand vous en avez plein qui produisent ou un coup quand il y a du vent, un coup quand il y a du soleil, c'est pas qui c'est qui paie le raccordement. Là, vous avez les fameux trucs en mer, là, comment les parcs en mer, les parcs d'éoliennes en mer. Ouais, c'est ça. Vous avez vu le coût du raccordement? C'est des 30 milliards. 30 milliards. Ah ouais. Pour les 6 qu'ils ont fait là, en pleine mer et tout ça, c'est revenu à 440 milliards déjà. Oui, alors moi je ne vais pas non plus trop rentrer dans le détail, mais ce que je sais, c'est que par exemple pour l'installation des éoliennes en mer, il faut des types de bateaux spéciaux, il faut tout un tas d'équipements. En plus, en mer, quand on connaît un peu comment fonctionne la mer et la corrosion, vous avez intérêt à mettre du titane. Ah bah c'est du titane, mais bon. Ouais. Non mais rien ne tient debout, c'est-à-dire que rien ne tient debout. Aujourd'hui c'était simple. Dans la logique de ce qui était fait avant 97, vous auriez aujourd'hui 2 ou 3 surgénérateurs qui fonctionneraient. Ouais. Donc c'est-à-dire que le cycle du combustible, il serait complètement maîtrisé. C'est-à-dire vous aurez du combustible en amont et en aval, vous ne serez pas obligé de faire des systèmes de stockage inimaginables. Est-ce que c'est... Paraît-il qu'on a vendu les... On ne l'a pas vendu. A priori, ce qui sort là récemment, c'est que cette nouvelle technologie qui nous aura assuré 1000 ans d'énergie Astrid en utilisant les déchets, on l'a offert. C'est quelque chose qui est en train de sortir depuis cette semaine. Ça n'a pas fait l'objet d'une transaction commerciale. Elle a été offerte à Bill Gates. Ça sort là, je l'ai vu dans la semaine. C'est-à-dire qu'on a vendu les brevets en plus. Et on les récupérera jamais. Bah, si tu les as vendus, c'est utile. Ce que je sais, c'est que les équipes qui étaient sur le générateur, c'était vraiment le haut de gamme. Donc, ça a été pour eux, on a détruit des équipes. C'est-à-dire des équipes qui connaissaient bien à savoir. Parce qu'en fait, les essais étaient faits sur quoi? Ils étaient faits sur le fluide chaos-porteur. Savoir qu'est-ce qu'ils allaient utiliser. Parce que en fait, ce qui était prévu, c'était d'utiliser du sodium. Mais le sodium est inflammable, donc il fallait tout un système pour maîtriser cette technologie-là. C'est pour ça que les essais étaient soumis à autorisation. C'est-à-dire que vous dites, voilà, je vais faire tel essai, on vous autorise de faire l'essai.
Et à l'issue de l'essai, c'est fini. Donc, l'essai qui est commencé en 93, 94 ou 95, enfin je ne sais pas à quelle date, le ministre de l'Environnement est tenu par Corinne Lepage. Ils l'ont foutu à l'environnement, la Corinne Lepage, pour pas qu'elle emmerde le monde. Mais elle avait un seul truc, c'est qu'elle avait la gestion des essais. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a refusé de faire le renouvellement en 95. Elle a envoyé ça à Voynet, qui la remplace. Et Voynet, c'est un avocat. Et Voynet, elle va être ministre de l'Environnement 20 ans après la manif contre le surgénérateur de Crespinville. Qu'elle avait manifesté. Un mois après. Qu'elle s'était opposée. Ouais, un mois après. Elle va faire fermer le truc. C'est la grosse victoire. C'est la victoire, elle était là à manifester. Voynet est une avocate en plus. Hein? Non, elle n'est pas. Non, c'est. Il faut la voir devant la commission d'enquête. C'est Pour le voir un peu comment. C'est la destruction de la France. Ah, c'est des gens. Voilà, c'est ça. C'est C'est ça. C'est ça. C'est pas morceau, c'est comme un immeuble, ils vendent ça par. Parce que là, vous regardez Boeing. Qu'est-ce que va sortir Boeing la prochaine? Quel est le prochain avion de Boeing? C'est un supersonique. Non, mais Boeing est en train de couler, là, avec tous les incidents qu'il y a eu. Oui, sur tous les avions, mais il n'empêche que Boeing est en train de présenter un avion supersonique, c'est-à-dire qu'il présente le Concorde, et puis dans quelques temps, vous aurez les surgénérateurs, parce qu'il y a un surgénérateur qui fonctionne. Attends, il y a les Chinois aussi. En Chine, ouais. Il y en a 2 qui fonctionnent en Russie. Ouais. Et là, les Chinois seront Et nous, on n'a plus les brevets. hein? Et nous, on n'a plus les brevets. avec nos brevets. Et puis, il y a vraiment, là, quand on l'entend, là, parce que ils font semblant de relancer le nucléaire parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont pris. S'il y a des coupures de courant et que la France s'arrête, là, c'est la cata. Nous sommes les Gaulois réfractaires.